Ok, chromosome et karyotype. Donc on va parler de quelque chose d'un peu particulier et on va se concentrer sur une forme particulière d'ADN. Donc on a déjà parlé un petit peu de la chromatine, c'est-à-dire de cette espèce de fil rouge qui traîne dans le noyau. Et bien ici on va pouvoir comprendre que cette chromatine est en fait, laissez-moi prendre le pointeur ici, que cette chromatine, donc ici, cette chromatine est faite en fait elle-même d'un ADN qui est déjà un petit peu rangé, qui est déjà un petit peu euh, empaqueté pour prendre le moins de place possible. Donc si on veut regarder un petit peu le détail, on se retrouve avec notre double hélice d'ADN classique. Cette double hélice, eh bien, elle va s'enrouler autour d'une structure qu'on appelle le nucléosome, qui est composé de 8 protéines identiques, les histones. Et donc cet ADN va pouvoir s'enrouler petit à petit tout autour de ces histones. Et en s'enroulant, en fait, elle va prendre moins de place que si elle était complètement déroulée. Et chaque histone, donc chaque nucléosome, donc chaque ensemble de 8 histones, va après être lui-même enroulé dans une espèce d'hélice qu'on appelle la chromatine. Okay, cette chromatine va après être elle-même enroulée dans une hélice, qui elle-même va être enroulée dans une hélice, qui elle-même va être bien empaquetée dans ce qu'on appelle des chromosomes. Voilà. Donc les chromosomes, si vous voulez, c'est de la chromatine condensée, donc bien rangée, bien compactée, pour qu'elle puisse prendre le moins de place possible. Je vous rappelle que l'ADN, si on prenait vraiment l'ADN même, il ferait plus de 2 mètres par cellule humaine, par cellule, hein, pas par corps, par cellule. Et donc impossible, on va dire, cela semble quasi impossible de faire rentrer dans un noyau, et pourtant, une fois qu'elle est condensée, donc une fois qu'elle est bien empaquetée, euh, eh bien cette chromatine rentre parfaitement dans ce noyau. Donc je vais me pencher un petit peu sur la structure du chromosome parce que c'est quelque chose qui est important. Première chose à dire, c'est que ce chromosome, il est fait de 2 bâtonnets, des chromatides sœurs. Ces 2 bâtonnets sont identiques, ils contiennent le même ADN. Okay, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, c'est une copie identique ou pratiquement identique entre les 2 bâtonnets. Ces 2 bâtonnets sont reliés l'un à l'autre par le centromère. Attention à ne pas confondre les termes, il y a centrosome, centriole, ici on parle du centromère. Ça va, le centromère n'est pas nécessairement au centre, il peut être un petit peu décalé. Hein. Voilà. Et donc chaque bâtonnet, qu'on appelle chromatide, chaque bâtonnet a lui-même un petit capuchon à la fin qu'on appelle télomère. Télo voulant dire la fin. Les télomères, ce sont les parties qu'on va retrouver vers la fin du chromatide. Euh, c'est important de remarquer que la taille du télomère est très importante. Donc au fur et à mesure que la cellule va se reproduire, eh bien, les télomères vont tout doucement être grignotés. Et une fois que la cellule s'est trop reproduite, c'est-à-dire quand on devient vieux, eh bien ces petits bouchons, ces petits capuchons ne fonctionnent plus aussi bien. Et c'est à ce moment-là qu'on a des problèmes lors des reproductions des cellules et qu'on commence à avoir ce qu'on appelle des cancers, c'est-à-dire des cellules qui se reproduisent de manière incontrôlée. Ça va. Donc ces télomères ont vraiment une fonction importante de bien garder tout l'ADN empaqueté dans des chromatides et que ces chromatides ne se défassent pas et donc créent après des problèmes génétiques. Ça va. Bien, donc ici, s'il vous plaît, bien se rappeler que le chromosome est composé de 2 chromatides, que chaque chromatide a des petits capuchons qu'on appelle télomères, et que les 2 chromatides sont maintenus, sont attachés ensemble par un centromère. À se rappeler aussi, c'est que les chromatides, les chromosomes, sont composés d'une version condensée de chromatine. Et que la chromatine, c'est elle-même une version, on va dire, bien serrée, bien empaquetée d'ADN. Ça va? Ok. Pardon, je repasse ici.
Oui, c'est bien ça. Donc ici, on voit une image des chromosomes. C'est une image qui a été prise au microscope électronique à balayage. Pourquoi? Ben, on voit que c'est en 3D et noir et blanc. Ok. Si j'ai pris cette image, c'est pour vous faire voir qu'il y a quand même beaucoup de chromosomes au sein d'une cellule. Mais le nombre de chromosomes va en fait dépendre de l'espèce. Donc pour l'humain, pour l'homme, on a 46 paires de chromosomes dans toutes nos cellules, mais on se retrouve, si on veut être précis, avec 23 paires dans les gamètes. Les gamètes sont les cellules reproductrices. Donc les ovules ou les spermatozoïdes, eux, ne contiennent que 23 chromosomes. Et comme un ovule va rencontrer un spermatozoïde pour créer un nouvel individu, ça veut dire que 23 vont s'additionner à 23, et on va se retrouver donc avec 46 chromosomes, ce qui représente 23 paires de chromosomes homologues. Okay. Ces chromosomes fonctionnent un petit peu comme des paires de chaussures. Il y a une chaussure droite qui vient du père, une chaussure gauche qui vient de la mère. Et elles sont homologues parce qu'elles sont semblables, elles contiennent le même type d'informations. Donc c'est, je sais pas, des chaussures de fil ou des baskets ou des chaussures à talons, etc. Okay. Donc pour les humains, il y a 46 chromosomes, 23 paires, mais si on regarde, pour toutes les autres espèces, on va trouver un chiffre à peu près différent. À remarquer aussi que par exemple, le colza, il a aussi 46 chromosomes, donc 23 paires de chromosomes, mais bon, on est d'accord qu'on ne ressemble pas à du colza, le colza ne ressemble pas à des humains, c'est juste voilà, un chiffre. C'est juste pour dire que tous les humains ont 46 paires, que tous les chats en ont 38, que toutes les plantes de tabac ont 8 chromosomes, donc 4 paires, etc. etc. Ça va? C'est un nombre qui va être propre à chaque espèce. Bien. Alors, je vous parle maintenant, ça va être du karyotype. C'est quoi le karyotype? Eh bien, c'est l'idée de vouloir compter la quantité de chromosomes qu'il y a dans un noyau, dans une cellule. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une photo du noyau lors d'une phase particulière de la cellule dans laquelle la chromatine est bien condensée dans des petits chromosomes. Et une fois qu'on a cette photo claire, on va découper chaque chromosome et on va les réarranger en paires homologues. Donc la paire homologue étant, par exemple, ici, on se rend compte, je ne sais pas si vous pouvez voir le détail, que le centromère est vraiment très très décalé vers le haut. En plus, on peut voir qu'il y a parfois les mêmes colorations. Donc par exemple, pour la paire numéro 1, la coloration va être identique dans les branches supérieures. Et donc ceci va nous permettre de pouvoir ranger ces chromosomes en paires homologues en ordre décroissant de taille. On a dit qu'on se retrouve avec 23 paires de chromosomes pour l'humain. Oui, et pourquoi 23 paires? Eh bien, pas nécessairement pourquoi, mais c'est que on va pouvoir compter que la 23e paire, je vais agrandir ici, on va pouvoir se retrouver, la 23e paire va nous permettre d'identifier le sexe de l'individu. Donc par exemple, on peut faire ça avec les bébés. On pourrait prendre dans le ventre de la mère, on appelle ça faire une amniosynthèse, c'est prélever un petit peu du liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus, de le prélever parce qu'il va contenir des cellules du fœtus, et on va regarder dans le noyau de ces cellules, on va faire un karyotype, on va arranger nos chromosomes en ordre décroissant, et on va se rendre compte qu'il a bien 22 paires nickel homologues, et qu'il a une 23e paire, qui est aussi homologue, qui est aussi dont les deux chromosomes sont identiques. On appelle cette paire XX, les deux chromosomes étant les mêmes, XX. On sait que c'est une fille quand c'est XX. Alors que si jamais on se retrouvait avec nos 22 paires de chromosomes et une 23e paire dont les chromosomes ne sont pas homologues, ne sont pas identiques, sont un petit peu différentes. On voit ici le Y est beaucoup plus petit que le X. Donc si la 23e paire n'est pas homologue, dans ce cas-ci, on sait que c'est un garçon. Okay. Donc voilà, ce karyotype permet d'identifier le sexe de l'individu, mais aussi il va nous permettre d'identifier certaines anomalies chromosomiques. Donc par exemple, si on faisait un scan du ventre de maman,
alors que le fœtus est dedans, et on se rend compte qu'il y a quand même des trucs qui sont pas tout à fait normaux, mais on veut être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Eh bien, on peut faire cette amniosynthèse, donc prélever du liquide amniotique, on va regarder la cellule du fœtus, on va créer ce karyotype, c'est-à-dire on va mettre en paire homologue les différents chromosomes, et dans ce cas-ci, on va se rendre compte qu'il y a 23 paires, ici c'est Y pour la 23e paire, donc XY pour la 23e paire, donc on sait que c'est un garçon, mais par contre, si on regarde bien, on se remarque aussi que pour la 21e paire, il n'y a pas deux chromosomes, okay, mais il y a bien trois chromosomes. C'est donc ce qu'on appelle une trisomie 21, pour la paire 21. Et donc, c'est par exemple, c'est un syndrome assez connu, je crois que tout le monde a déjà vu ce type de syndrome. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de Down. Est-ce qu'avant, on appelait un peu péjorativement le mongolisme, je crois qu'on dit en français, je suis pas tout à fait sûr, mais bon, voilà. Bref, cet excès de matériel génétique, donc ce petit chromosome supplémentaire dans la paire 21, va dérégler le développement de l'embryon et va créer des enfants qui sont en général avec un cou un peu costaud, qui ont un visage plat, des yeux bridés, un retard mental, parfois léger, parfois plus fort, et il y a encore pas mal de petits détails qui permettent de définir le syndrome de Down. Mais donc voilà, réaliser le karyotype de ce fœtus, par exemple, va permettre d'identifier cette trisomie et donc va pouvoir après permettre aux parents de faire un choix par rapport à l'enfant ou pas. Voilà. Alors, il y a plein d'autres anomalies chromosomiques. Je vais en parler ici juste de quelques-unes les plus communes. Alors, ici, à gauche, ce sont les anomalies liées à la 23e paire, la paire sexuelle. Et donc, on va se retrouver, donc, si c'est XY pour la 23e paire, donc ici, pardon, juste pour être bien clair par rapport au schéma, j'ai les 22 paires qui se trouvent au-dessus, et ici j'ai 4 options possibles pour la 23e paire. Si dans ma 23e paire j'ai un XY, c'est un garçon, si dans ma 23e paire j'ai deux chromosomes homologues, c'est une fille, mais il peut y avoir comme anomalie chromosomique d'avoir une paire homologue, mais qui contient une trisomie, donc il y a un troisième chromosome pour cette 23e paire, et ce 23e chromosome est un chromosome Y. Donc dans ce cas-ci, l'individu va être de sexe masculin, même s'il va avoir quelques caractères secondaires de type plus féminin, c'est-à-dire, je sais pas, une faible pilosité, on va dire la poitrine va être un peu plus forte, et voilà. Dans le cas contraire, on pourrait avoir, dans la 23e paire, l'absence d'un chromosome. Donc on va avoir une déficience de matériel génétique. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Donc l'individu qui est porteur de cette anomalie chromosomique, eh bien, il va être de sexe féminin. Et en général, c'est quelqu'un qui va être de petite taille et qui va avoir quelques problèmes de santé quand même au cours de sa vie. À remarquer peut-être, c'est que la présence du chromosome Y va faire que l'individu sera de sexe masculin. Donc si on n'a pas de chromosome Y, pardon, je sais pas ce que je dis, si on a une absence du chromosome Y, on sera féminin. Si on a une présence du chromosome Y, on sera masculin, de sexe masculin. Alors, juste pour dire qu'on a vu des trisomies ou voire une absence de chromosomes, donc pas un chromosome supplémentaire, mais une absence dans le cas du syndrome de Turner. Mais il peut y avoir, comme anomalie chromosomique, on va dire un bras qui va être tronqué dans un des chromosomes. Et donc, on a aussi une petite déficience de matériel génétique. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle le syndrome du cri du chat, le syndrome de Lejeune, si je ne me trompe pas, qui est caractérisé par une malformation du larynx et des enfants qui ne vivent vraiment pas très longtemps. Et je crois qu'ils n'arrivent même pas à l'adolescence. Et donc voilà. Donc juste pour vous dire qu'il peut y avoir plusieurs types d'anomalies chromosomiques. Donc, on va dire pour la synthèse, ici, il faut se rappeler que la chromatine se condense en chromosome, que le chromosome a une structure un peu particulière qui est faite de télomères au bout de chaque chromatide
sœurs, et qu'il y a un centromère qui joint les deux chromatides. Et l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on fait des karyotypes pour identifier la quantité de chromosomes par cellule et pour voir s'il pourrait y avoir une anomalie chromosomique. L'autre chose encore qu'il faudrait se rappeler, c'est que il y a 23 paires de chromosomes pour un homme, un humain, je veux dire, et que donc dans une cellule reproductrice, qu'on appelle un gamète, il ne va pas y avoir 23 paires, vu qu'il ne peut y avoir que la moitié. Et donc il va y avoir que 23 chromosomes. Ça va? Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour.